Moi, je suis très heureuse d'être en votre présence ce soir pour vous parler de la naissance, qui est un sujet évidemment qui me passionne énormément, qui passionne la femme que je suis, la mère que je suis et bien sûr la sage-femme. Moi, ce soir, j'ai envie de vous parler de mon regard sur la naissance, de toutes ces naissances auxquelles j'ai assisté ces dernières années en France et aussi à Madagascar où j'ai pu exercer mon métier de sage-femme. J'ai envie de vous parler de mes observations, de ce que j'ai senti, ressenti au cours de ces naissances, de ce que j'ai compris, de ce que je n'ai pas du tout compris, toujours pas compris d'ailleurs. Et j'ai envie de vous en parler ce soir pour vous donner quelques clés pour mieux vivre ou mieux accompagner ce grand moment de vie que vivent ces familles. Alors si vous êtes là ce soir, vous êtes peut-être concernés de près ou de loin par ce sujet, alors en même temps qu'il ne l'est pas, hein, on est tous nés, certains d'entre nous sont déjà parents, ont déjà donné naissance, d'autres donneront naissance très bientôt, j'ai vu des beaux ventres ronds dans la salle, et puis il y a aussi, j'ai vu quelques sages-femmes, voilà, aussi des praticiens de santé qui accompagnent la naissance. Alors pour nous permettre à nous tous de vivre cette conférence depuis notre intérieur, je voudrais vous proposer qu'on commence par quelques instants de silence. Juste quelques instants pour nous mettre en notre propre présence. Pour ça, je vous propose de fermer les yeux, juste pour mieux sentir à l'intérieur. Vous pouvez commencer par sentir vos pieds sur le sol. Et permettre à vos corps de se déposer sur la chaise. Et vous mettre au contact du rythme de votre respiration. De sentir ce mouvement tranquille. Et sentir comment, respiration après respiration, votre corps peut gagner en détente. Et plus vous vous reliez à votre respiration, plus vous vous mettez en votre propre présence. Au contact de vous-même. Et puis doucement, vous pouvez comme vous ouvrir à votre droite, à votre gauche, devant vous, derrière vous. Doucement vous ouvrir aux présences de ceux qui vous entourent et du groupe que nous formons. Et doucement ensemble nous relier au sujet qui nous rassemble ce soir, celui de la naissance, de l'accouchement. Et de sentir au plus profond de vous comment je me sens, moi, par rapport à ce sujet aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions? Pourquoi est-ce que je suis là ce soir? Et doucement laisser émerger tout ça. Vous imprégner du sujet. Et doucement, tout en restant bien en contact avec votre intérieur, vous pourrez rouvrir doucement les yeux. Si vous avez de quoi noter et que vous avez déjà une question ou des réflexions, vous pouvez prendre quelques instants pour les noter.
On peut commencer. Merci. J'aimerais vous parler de mon expérience de sage-femme. Ça fait 8 ans que je suis sage-femme. J'ai été formée en France. Et à part la première année où j'ai travaillé en France et où j'ai accompagné toutes sortes de naissances dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, par la suite, je n'ai accompagné que des naissances naturelles, c'est-à-dire non médicalisées, à Madagascar et puis en France depuis 4 ans. Pendant mes études de sage-femme, moi, je me suis vite rendu compte que ça allait pas forcément être trop pour moi, l'hôpital en France. Alors j'y suis allée avec mon regard émerveillé. Je voulais être sage-femme depuis que j'avais 5 ans, je savais pas du tout pourquoi. J'avais passé mon concours de médecine pour être sage-femme. Quand j'ai eu les résultats, je me suis dit, au fait, c'est quoi ce métier ? Et quand je suis allée en salle de naissance pour la première fois dans un hôpital, j'ai été assez surprise de la complexité avec laquelle on accompagnait les femmes qui enfantent dans notre pays. Je crois que j'avais ce regard un peu innocent de me dire, mais c'est tellement naturel de pouvoir créer un bébé, de l'attendre. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de le mettre au monde ? Il y avait des complications en permanence. Je ne sais pas si j'ai beaucoup vu de naissances qui se sont finalement super bien passées, ou en tout cas avec beaucoup de fluidité pendant mes études. Donc je suis ressortie de mes études assez bouleversée, assez choquée de ce à quoi j'avais assisté, et je sentais bien intuitivement qu'il y avait autre chose à découvrir. Mais je ne l'avais pas vraiment découvert. J'avais vu quelques naissances sans péridurale, donc on pourrait dire naturelles. Il y avait eu quelques petites bribes de magie, et je sentais bien que ça pouvait être encore plus grand, et que ça pouvait peut-être être offert à plus de femmes que ces mini-cas exceptionnels auxquels j'assistais. Alors, j'ai exercé un petit peu en France en me disant peut-être que ce qui est difficile finalement c'est parce que je suis étudiante et que comme du coup je suis pas moi-même sage-femme, je peux pas faire à mon idée comme je le sens. Et je me suis vite rendu compte de la réalité de la pratique hospitalière des sages-femmes qui est extrêmement exigeante, extrêmement difficile à mon sens, et elles ont de telles contraintes que c'est particulièrement compliqué d'amener de la simplicité justement. Alors, pour tout vous dire, moins d'1 an après mon diplôme, je me suis clairement enfuie à Madagascar. Je me suis enfuie parce que j'avais rencontré quelques femmes africaines, j'ai toujours été très attirée par ce continent, et je sentais bien que chez elles, il y avait un certain naturel dans l'accouchement et dans l'allaitement, dans le portage, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être elles qui vont me montrer. Alors, la vie m'a permis d'aller vivre à Madagascar, j'y ai passé un peu plus de 3 ans, et quand je suis arrivée en pleine brousse, je suis allée dans le premier centre de santé, qui était quand même je dis centre de santé, mais c'était quand même un hôpital régional de référence, un truc énorme, mais avec quasiment aucun matériel dedans, des sages-femmes épuisées, beaucoup de naissances et parfois qui venaient en dernier recours depuis la pleine brousse. Donc j'ai assisté à des choses très très difficiles et j'ai bien vu qu'il y avait zéro magie. Pourtant c'était des Africaines et pas du tout de péridurale. Et il y avait parfois encore plus de violence que ce à quoi j'avais assisté parfois en France. Alors, j'avais pas trouvé mon truc. Alors, un peu intuitivement, après ces quelques mois d'expérience, je parlais la langue, donc j'ai pu me lancer toute seule et j'ai créé une petite maison de naissance en brousse. Et là, je me suis dit, si je mets un petit peu plus de magie dans l'environnement, peut-être qu'il y en aura un petit peu plus dans les expériences. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc les femmes ont commencé à venir donner naissance dans cette maison de naissance, mais celles que je connaissais le mieux, celles du village, m'ont vite dit « Amandine, est-ce que tu voudrais bien venir à la maison pour l'accouchement ? Parce que nous, à Madagascar, tu sais peut-être pas, mais c'est vraiment notre truc de donner naissance à la maison. » Alors effectivement, moi je débarquais complètement, je savais pas du tout. Donc un peu poussée par la vie et par toutes ces femmes, j'ai mis mon matériel de la maison de naissance dans un sac à dos et j'ai commencé à aller les accompagner dans leur petite maison en terre, perdue au milieu des rizières et des collines rouges. Donc c'était une ambiance bien différente de ce que j'avais connu. Et là, il y a eu de la magie. Mais une vraie magie, bien plus grande encore que dans ma maison de naissance. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est si magique ? Et j'ai compris que c'était parce que pour la première fois, j'assistais à des naissances intimes. Et que pour la première fois, c'était pas elles qui venaient chez moi,
mais c'était moi qui venais chez elle. Et ça a tout changé pour moi. Et là, j'ai tout appris. Les femmes, elles m'ont tout appris, elles m'ont tout montré. J'ai découvert ce qu'était une naissance naturelle. J'ai découvert que une grande partie de ce qu'on m'avait appris était faux à l'école de sage-femme et aussi dans les maternités et aussi avec les protocoles qu'on nous enseigne. C'était faux parce que c'était simplement basé sur l'observation des naissances médicalisées. Et alors, dès qu'on démédicalise, dès qu'on laisse le couple, la femme, là-bas c'était beaucoup les femmes, dans leur intimité, alors il y a tout à découvrir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée et ça m'a transformée, bien sûr. Alors, j'ai vécu une expérience assez longue là-bas, j'ai pu m'enrichir, comprendre beaucoup de choses. Et là, une des autres grandes découvertes que j'ai faites, c'est sur moi-même comme sage-femme française. Je peux vous dire que quand on a été formé en France, on est formé à intervenir beaucoup, 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 à diriger, à accélérer les choses. Et moi, je me tenais les mains, là, dans les petites maisons, comme je vous disais, je me tenais les mains pour pas intervenir. J'avais envie de rompre la poche des os, j'avais envie d'accélérer les choses avec une hormone artificielle qu'on appelle le syntocinon. J'avais tellement envie que ça aille plus vite. Et je me disais, et je me regardais, et je me disais, mais pourquoi là, t'as envie de rompre? Mais parce que là, ça va passer vite. Mais pourquoi ça te dérange que ça aille pas assez vite? Parce que j'ai peur. J'étais pétrifiée de peur. Et ça, c'est ma plus grande découverte. J'ai compris et je me suis guérie. J'ai compris là-bas toutes les démarches qui ont été faites dans les hôpitaux français, tout ce qui a amené les équipes hospitalières et autres, bien sûr, à intervenir. À mon sens, c'est la peur. C'est parce qu'on a peur. On a peur que ça tourne mal. Et derrière cette peur, il y a quoi? Il y a le désir immense que ça se passe bien. Il y a le désir immense que plus jamais, en France, une femme ou un enfant ne meurt à ce moment-là de la vie. C'est intolérable. Alors, parce qu'on a peur, on a envie de cadrer, de contrôler, de mettre tout le monde dans les hôpitaux, parce qu'au cas où, on a des équipes hospitalières qui sont, et ça c'est vrai, au top niveau pour répondre à la pathologie. C'est vrai. On a cette chance en France, et les Malgaches n'avaient pas cette chance. Et donc, on s'est dit, de les rapprocher des équipes hospitalières, ça va garantir la sécurité. Mais parce qu'on a peur, parce qu'on met le doigt dans ce processus que j'ai découvert comme étant extrêmement subtil, même extrêmement fragile, on crée bien souvent de la pathologie. Parce qu'on n'a pas l'intimité, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour l'accouchement, on va en créer. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est ma deuxième grande découverte à Madagascar. C'est ma peur. Et je me suis dit, Amandine, si tu bosses pas sur tes peurs, tu seras pas une bonne sage-femme. Parce que tu vas répondre à ta peur et tu vas pas répondre à la justesse de l'instant pour cette femme, cet homme qui donne naissance à 7 enfants. Ça, c'est ma deuxième grande découverte. Et puis, au bout d'un moment, je suis rentrée en France. Ouïouïouï, dur pour moi après toutes ces découvertes de revenir en France. Alors, bien sûr, je ne me sentais pas d'aller travailler dans les hôpitaux, donc je me suis installée en libéral, c'était il y a 4 ans. Et assez vite, ça m'a titillé de raccompagner des naissances. Alors moi, très simplement, je me suis dit, évidemment, ce sera à la maison, parce que j'ai vite compris qu'en France, le contexte n'était pas super favorable. Donc j'ai un peu calmé mes ardeurs, surtout que dans cette région-là, je ne connaissais personne. Je n'avais pas fait mes études ici, je connaissais aucun praticien de santé, aucun hôpital. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 super sages-femmes, Thaïs Richard et Florian Genquin, qui étaient motivés comme moi pour accompagner des naissances en milieu hospitalier. Ça s'appelle des accouchements en plateau technique. Mais pour ça, il fallait un centre hospitalier. Et on a eu la chance immense de rencontrer l'équipe de l'hôpital de Lens, qui avait une magnifique salle de naissance naturelle, c'est-à-dire avec accès à une baignoire d'eau chaude pour le travail, où on pouvait être libre de sa position d'accouchement. Et je leur ai dit, quand j'ai visité la salle nature, je leur ai dit, mais vous devez être bondés de monde. Et ils m'ont dit, pas du tout. On a très, très, très peu de personnes qui viennent accoucher ici. Je leur ai dit, si vous le souhaitez, si vous ouvrez aux sages-femmes libérales, nous, on pourrait venir avec nos patientes pour les accouchements. Et ils ont été super motivés. Ils ont eu l'ouverture d'esprit d'ouvrir leurs portes aux sages-femmes libérales, ce qui n'est pas aisé. C'est les premiers dans la région à le faire. Et on a eu la chance, après 1 an et demi de travail, que ce plateau technique soit ouvert.
Et donc, on a pu commencer ce qu'on appelle de l'accompagnement global, c'est-à-dire pouvoir accompagner les couples du début de la grossesse jusqu'à 3 mois après l'accouchement, accouchement compris, ce qui est une très, très, très grande qualité de soins et une grande chance, autant pour les parents que pour les sages-femmes. Et puis, bien sûr, donc, de belles expériences magnifiques. Et puis, petit à petit, je me suis dit, il y avait des femmes qui commençaient à, comme les malgaches, à me dire, tu sais, Amandine, j'aimerais bien donner naissance chez moi. Oui, sauf qu'en France, c'était un petit peu plus compliqué qu'à Madagascar, parce que légalement, on a besoin d'une assurance pour exercer un acte en France, et en France, ils ont trouvé un bon moyen, il n'y a pas d'assurance. Donc c'était quand même assez compliqué. Mais j'ai vu tous ces parents oser être eux-mêmes, oser avoir des rêves, des projets qui leur tiennent à cœur, même s'ils sont parfois rejetés pour ça. Et ça m'a donné envie d'oser, moi aussi. Parce que une fois, il y a un petit bébé qui m'a fait une farce. C'était prévu qu'il naisse à Lens. Donc, en début de travail, j'ai rejoint sa maman à la maison et son papa. C'était le début du travail. Et puis, le fait peut-être que j'ai juste poussé la porte, pouf, la maman, elle s'est lancée dans un travail très, 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 très rapide d'un seul coup. Tout, des contractions toutes les 3 minutes. Et on n'a pas du tout le temps d'aller à Lens. Et ce petit bébé est né, pouf, dans les mains de ses parents chez lui. Et je me suis vite rendu compte que, alors que je lui avais dit « Mets ton manteau, on y va », elle m'a regardée, elle me fait « Ça pousse ». « Ah, tu peux retirer ton manteau ? Je pense qu'on va rester à la maison. » Et c'est marrant parce que juste au moment où je lui ai dit « On va rester à la maison », j'ai eu l'impression que mes ailes se sont déployées. Comme une immense libération, comme un immense bonheur. Je me suis dit « Bon, ok, ton endroit à toi, Amandine, c'est à domicile. Tant pis. » Alors, après ce beau cadeau que m'a fait ce petit Yanis, je me suis dit qu'il fallait que j'ose, mais que j'ose pour de vrai. C'est-à-dire en le disant, clairement. En le disant au Conseil de l'Ordre des sages-femmes et aux hôpitaux, à toutes les maternités de la région. Et là, ça a été une autre paire de manches, parce qu'on peut le comprendre. Quand on travaille à l'hôpital, on voit tellement de catastrophes que ça paraît évident que d'envisager un accouchement à domicile, c'est fou, c'est dangereux et que c'est une très mauvaise idée. Alors, face aux équipes hospitalières, il y a eu parfois beaucoup de colère qui m'a été exprimée, beaucoup de rejet. Et j'ai compris, parce que je m'étais comprise à Madagascar, que derrière cette colère, il y avait de la peur. Et que derrière cette peur, ils avaient vraiment envie que tout se passe bien. Et là-dessus, on se retrouvait. Et j'ai vécu une très grande réconciliation avec les équipes hospitalières qui font un travail formidable. Et heureusement qu'ils sont là, on a beaucoup de chance. Simplement, ils répondent à une partie seulement de la demande. Et il y a des parents, même le plateau technique de Lens, même cette belle salle nature, même de super maternités qui font énormément parce que les sages-femmes, elles bougent. Et j'en connais qui se battent dans les maternités pour que les femmes soient mieux respectées. Et celles-là, je les admire et je leur tire mon chapeau. Parce que Dieu sait comme c'est difficile dans ces univers-là de faire bouger les choses. Et du coup, je me suis dit que ces parents, certains parents, ne pouvaient pas avoir réponse à leurs demandes. Et ce que j'ai compris, c'est que pour garantir un maximum de sécurité, il fallait que les parents, ils puissent donner naissance là où ils sentent bon pour eux de donner naissance. Et il restait un choix qui n'était pas proposé totalement dans la région, c'était celui du domicile. Et j'ai choisi d'y répondre. Et j'ai eu la chance d'assister à des naissances magnifiques. Et il y a quelques petits bébés qui sont là ce soir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Alors finalement, oui, alors je parle un petit peu au passé parce que demain, je quitte la région. Et pour quelques vacances et dans quelques jours, on part pour une nouvelle aventure, ma petite famille et moi-même, et on part vivre au Brésil pour de nouvelles aventures, voilà. Donc c'est une belle soirée pour moi, ce soir, un beau bilan. Merci d'être là pour ça. Ce que j'ai compris finalement de toutes ces années, c'est que l'accouchement, c'est sacrément important. Parce que c'est un moment qui peut être à risque, alors c'est un moment très exigeant, qui nécessite un immense respect. Il y a quelques semaines, j'ai entendu, lors d'une conférence à Tourcoing, un pédiatre très connu dans la région, qui a une grande sagesse, qui a dit «
à mon sens, il y a du boulot pour que les naissances soient mieux respectées. Lui, il a son point de vue de pédiatre, lui, il voit les bébés. Et il dit, à mon sens, s'il y a encore autant de violence dans le monde, c'est parce qu'il y a encore beaucoup trop de violence au moment des naissances. Et il a fini en disant, si les conditions de naissance changent, le monde change. Et je suis totalement d'accord avec lui. Alors, notre job, c'est que les conditions de naissance changent. Pas facile. Parce que comment ça change? À mon sens, le premier pas, c'est d'amener de la conscience. Plus de conscience qu'une naissance, c'est important. Que ça conditionne la vie entière d'un enfant, de ses parents, d'une famille. Certains psychologues qui font de la psychogénéalogie disent que c'est encore une génération entière après qui a l'impact. Donc une naissance est super important. Alors quand on est sage-femme, ça fout vachement la pression. Oui. Et je pense qu'il faut qu'on la garde, cette pression. Parce qu'elle est belle, elle est riche, elle est exaltante, parce qu'il n'y a pas une femme pareille, deux femmes pareilles, pardon, il n'y a pas deux hommes pareils, il n'y a pas deux bébés pareils, pas deux accouchements pareils, même pour les mêmes parents. Donc c'est, ça donne le tournis, mais c'est ce qui est passionnant. Et c'est ce qui, à mon sens, oblige à quitter le systématique pour l'unique. Alors, on peut se demander, pour réfléchir à changer les conditions d'accouchement et les conditions de naissance, ok, amener de la conscience que c'est important l'accouchement, ok, mais en fait, c'est quoi l'accouchement? On va se faire un petit résumé ensemble, si c'est ok pour vous. Alors d'abord, on va le prendre sur le plan physique et physiologique. Ok? Un accouchement, c'est la mise au monde d'un enfant. C'est des contractions utérines qui poussent un enfant au monde, à l'extérieur du corps de sa mère. Jusque-là, fastoche. Qu'est-ce qui déclenche les contractions utérines? Donc certainement un petit signal subtil du bébé, un signal de la mère, une connexion des deux, quelque chose de ce genre-là, assez mystérieux d'ailleurs. Et ça va enclencher au niveau du cerveau de la mère, et plus exactement de son hypophyse, une petite glande qui est au cœur de son cerveau, des décharges hormonales, notamment d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone qui va se fixer sur l'utérus pour provoquer les contractions utérines, mais aussi tout un autre cocktail d'hormones, dont je ne vous ferai pas le détail ce soir, qui va être sécrété et qui va enclencher l'accouchement. Ok, les hormones, facile. Seulement, qu'est-ce qui peut permettre à l'hypophyse de bien fonctionner? C'est-à-dire qu'un accouchement, il se passe bien, vite, avec fluidité, et bien, et en sécurité pour la mère et l'enfant. Eh bien, c'est justement que cette femme, elle puisse être préservée pour que son hypophyse puisse bien fonctionner. Parce que l'hypophyse, c'est un organe super fin, super subtil. Nous, les femmes, on est super subtiles. C'est-à-dire que c'est pas un truc mécanique, tac, 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 on y va, hop, 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 accouchement. Non, 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 ça demande un environnement particulier. Subtilité. Et comme c'est subtil, c'est tout puissant et en même temps extrêmement fragile. Et donc, ça peut être troublé. Oui, bien souvent, on trouble le fonctionnement de l'hypophyse, donc on trouble le déroulement de l'accouchement. Et on le trouble simplement parce que l'hypophyse est placée dans un espace du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui nous est commun à nous tous les mammifères d'ailleurs, et qui est, chez les humains, entouré du néocortex, le cerveau qui réfléchit, qui anticipe, qui analyse et compagnie. Bref, surdéveloppé chez nous les humains. Alors, comme il est entouré de ce cerveau-là, si le néocortex est suractif, surstimulé, eh ben la femme peut plus difficilement se connecter au bon espace de son cerveau reptilien, pour que son hypophyse puisse bien fonctionner. Donc, très important, et premier point à retenir ce soir, c'est l'importance de l'environnement. L'environnement d'une femme qui enfante, ça devrait être notre préoccupation numéro 1. Et là, je vous parle pas de quelque chose d'énergétique, je vous parle de pure physiologie hormonale. Prendre soin de l'environnement de la mère qui enfante, c'est prendre soin du bon déroulement de l'accouchement, qui est notre objectif à tous, que tout le monde aille bien au final. Alors, il y a des grands physiologistes comme Michel Audin, Maïti Trellin, Jacqueline Avillonnière, qui ont beaucoup étudié ça et qui en parleront bien mieux que moi. Je vous invite à aller lire leurs nombreux articles. C'est magnifique et très, très juste. Michel Audin dit notamment que ce qui est à préserver,
pour les femmes, tout simplement, il faut juste la préserver des stimulations du néocortex. Tout ce qui va stimuler son cerveau extérieur et néocortex et qui va du coup la sortir de sa bulle et la déconnecter du bon espace de son cerveau, c'est la lumière très forte, c'est le bruit, c'est le fait qu'elle se sente observée. C'est subtil, hein ? Mais une lionne dans la savane, si elle se sent observée par un prédateur, elle est capable d'arrêter totalement son accouchement pour parfois faire des kilomètres pendant des heures pour retrouver un endroit tranquille et lâcher sa vigilance et plonger dans le bon espace de son cerveau et donner naissance. Donc les femmes françaises, je vous garantis qu'elles font ça très bien, comme les lionnes. Elles squeezent tout. Par exemple, elles sont chez elles, au chaud, dans leur lit contre leur chéri. C'est pour ça que souvent ça se met bien en route la nuit. Parfait pour le cerveau reptilien. Du calme, du noir, de l'amour, super. Donc ça se met en route, et puis, chérie, c'est bon, par la maternité, voiture, alors déjà, voilà, hop, et puis on arrive à la maternité, les jambes écartées, devant des gens inconnus, néon, sur le dos, pouf, plus de contraction. Facile, ça on le voit tout le temps. Il n'y a pas une sage-femme qui me dira qu'elle n'a jamais vu ça. Et autre fait, bon, ça on peut se dire, oui, mais c'était qu'un pré-travail, un faux travail, comme on dit, etc., etc. Voilà, ou pas. Mais sinon, autre fait incroyable que j'ai observé, à l'hôpital, c'est quand, vous savez, c'est le moment de la poussée. C'est-à-dire que le bébé est là, juste là, à la porte de sortie, puis on dit à la patiente, bah, écoutez, vous allez vous installer, puis vous allez vous mettre à pousser. OK? Et à la prochaine contraction, vous prenez une grande inspiration et vous poussez votre bébé. OK. Donc bien souvent, bah, on allume le cialytique, vous savez, c'est cette lumière pour éclairer, voilà, ses fesses. Et il est rare qu'elles connaissent les personnes qui sont en face d'elles. Parfois la porte s'ouvre, se ferme. Bref, on peut dire qu'elles se sont un petit peu observées. Voilà, donc néon, donc voilà, vigilance, voilà. D'ailleurs, on le voit dans ses yeux, elle n'est pas du tout au calme dans sa bulle à l'intérieur, complètement déconnectée. Et du coup, là, on attend la contraction. Elle ne vient pas. Alors, on appelle ça le coup de la panne. Il y a un vrai nom, hein. Les sages-femmes, elles le disent. Ah ben voilà, c'est le coup de la panne. Alors oui, j'avais entendu ça 50 fois, mais personne ne m'avait jamais expliqué. Bon voilà, comme ça maintenant vous savez. Donc l'environnement d'une femme qui enfante, c'est fondamental. Alors bien sûr, les parents, ils peuvent mettre ça en place comme ils le peuvent, en tout cas le demander, en parler, choisir, s'informer. Voilà, bien sûr, c'est important. Là, le père, il peut jouer un rôle fondamental, notamment de répondre aux questions qu'on pose. Quel est votre code postal, madame? Voilà, plutôt de répondre pour ne pas demander à sa compagne de se reconnecter. D'ailleurs, on sent que c'est un peu compliqué. Le code postal est souvent loin à arriver. Elle sort de son reptilien. Attendez 2 secondes, j'arrive au néocortex. Ça y est, 62 512. Check. Donc, c'est pour ça que ça, on le voit assez souvent. Et ça, voilà, peut-être que les pères, avec juste cette conscience-là, peuvent amener un maximum pour préserver l'environnement de leur compagne. Mais bien sûr, si les accompagnants de la naissance, les hôpitaux sont au courant de ça, waouh, ça peut changer beaucoup de choses. Alors je sais qu'ils ont des conditions de travail sincèrement épouvantables. Après, il suffit de juste clic, éteindre la lumière, 1 demi-seconde. Juste de frapper et d'attendre que le mari ouvre la porte avant d'entrer en salle de naissance. Peut-être ça prend un petit peu plus de temps à discuter. Mais peut-être juste de poser les questions au mari quand elle arrive à la maternité. On l'installe dans l'obscurité, un monitoring, mais libre de ses mouvements. Tant pis si on capte pas de temps en temps un petit peu. Voilà, mais libre de ses mouvements pour qu'elle reste dans son truc. Et puis on prend le père. Alors, quel est votre carte postale, monsieur? Pouvez-vous me donner la carte vitale et compagnie? D'accord? Et tous les combien, les décontractions, votre compagne, vous avez regardé un petit peu l'heure? Oui, voilà. En tout cas, on peut poser les questions au mari qui, on a de la chance en France, les hommes, ils assurent. Ils sont super présents, ils sont au taquet sur la montre, sur les contractions, jour et nuit, enfin, ils sont au top. Donc, je pense qu'on peut leur demander pas mal de choses. Donc, au maximum de demander, en tout cas, au père d'éteindre la lumière et puis de préserver un maximum l'intimité. Je pense qu'on peut vivre, quel que soit l'environnement, des moments magiques. Et puis, donc ça c'est le premier point très très important, c'est le respect de l'environnement, de la mère. Après, on va passer un petit peu à l'accouchement, on l'a vu sur le plan physique, physiologique, on va passer au plan émotionnel, le plan du cœur. Parce que l'accouchement, c'est quand même un sacré truc pour les parents.
et pour l'enfant, bien sûr. On dit bien sûr que les fœtus, c'est des petites éponges à émotions, ils ressentent tout, et puis c'est une sacrée étape pour eux. Ils viennent au monde, c'est le jour de leur naissance, c'est très 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 fort. Et on a pu sentir, et les mères pressentir, et les pères pressentir, que l'enfant, si on est en présence avec lui dans le cœur, il le sent. Parfois même, il y a des petits ralentissements de son cœur pendant le travail. Et puis, il suffit qu'on ferme tous les yeux et qu'on se connecte à lui, et poum, il remonte. Comme si c'était un petit moyen pour lui de nous dire « Eh oh, coucou, je suis là, au fait. Ne m'oubliez pas. » Donc, ça, c'est assez fascinant. Donc, les bébés, je dirais que leur plus grand besoin dans leur cœur, c'est la présence. Être présent à eux, penser à eux, nous relier à eux. Et puis, pour les parents, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions au moment des naissances. Les pères, ils sont bousculés, hein, ils sont plongés dans un tourbillon eux aussi, même si ça ne se passe pas dans leur corps, dans leur cœur, c'est énorme. Et les femmes, bien sûr. Les femmes, elles traversent des émotions incroyables pendant l'enfantement. Elles passent de la confiance, la pleine puissance, à la désespérance, le doute, je vais jamais y arriver. Voilà, donc ça peut être très, très, très dur émotionnellement. Les femmes traversent parfois des peurs ancestrales, d'immenses peurs. La peur de mourir et plein d'autres peurs. Et par rapport aux émotions, j'ai reçu un grand enseignement ces derniers mois, je dirais, par un ostéopathe qui s'appelle Denis Averland et qui accompagne les femmes, les hommes, les enfants à tout moment de la vie, bien sûr, mais assez particulièrement au moment de la naissance. Et il m'a appris que les émotions, c'était précieux. Et qu'il ne s'agissait pas de les mettre de côté, d'essayer de les libérer, et je ne sais quoi. Que les émotions, c'est le chemin de la vie. On voit bien qu'une émotion, on n'est absolument pas responsable d'elle. Hein. Quand elle arrive, elle émerge, toute seule. Imaginez la peur, ça nous prend au ventre, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et soit on se dit, ah non, et on la ravale et on la stocke bien. Ou bien alors, on peut se réconcilier avec elle, l'accueillir, se mettre au contact d'elle, et hop, elle est déjà partie. En fait, les émotions, c'est de la vie. Et ça, les ostéopathes, ils sont super forts là-dessus. Hein. Il y en a quelques-uns dans la salle. Ils disent, non, mais ton truc, il est un peu tordu, machin, mais du moment que ça bouge, ça va. Oui, parce que les ostéopathes, la seule chose qu'ils vérifient, enfin pas la seule, mais une chose qu'ils vérifient, c'est le mouvement. Et ils disent que le mouvement, c'est la vie. Tant que c'est en mouvement, c'est en vie. Alors si on laisse les émotions en mouvement en nous, ben on est dans la vie, on est dans le flux, ça circule, et du coup, ça ne nous atteint pas, ça ne nous blesse pas, ça ne nous perturbe pas. Alors je dirais que c'est ça qui me semble important, c'est que c'est pas d'être en paix, d'être zen en permanence. Sincèrement, j'ai essayé, j'y arrive pas du tout. Moi, je traverse plein d'émotions, je suis vivante, je suis humaine, super, bonne nouvelle. C'est plutôt d'être en paix avec ce qui est. C'est d'être en paix avec ce qui sort de nous, ce qui émerge. C'est j'ai peur, mais j'ai le droit d'avoir peur. Ok, je suis en paix avec ça. Bon, bah j'ai peur, j'ai le ventre noué. Ok. Et pouf, c'est déjà parti. Donc l'idée, c'est ça. Et c'est une clé que je donne aux parents que j'accompagne. Quand on traverse une peur pendant l'accouchement, bah c'est pas grave. C'est plutôt super naturel d'ailleurs. Super physiologique de traverser tout ça. Et l'idée, c'est d'être en paix avec ça. C'est de laisser tout ça émerger et pouf, sortir de nous. Et que tout ça, ça circule. Donc je dirais que le job des femmes, si on peut dire au moment de l'accouchement, c'est de pouvoir accueillir ce qui se vit en elles, d'être en paix avec ce qui se vit en elles. Petite parenthèse, Denis Averland, je pense qu'il fera une conférence à la rentrée sur son regard sur la naissance. Ce sera une petite suite comme ça. C'est passionnant. Et puis les pères aussi qui sont sacrément secoués, on en parlait. Eux, bien souvent, quand ils viennent me voir, ils me disent « Non mais moi, ce que je veux, c'est assurer, quoi. Moi, j'ai envie d'être présent. Moi, j'ai envie d'être amour, pur. » Et moi, je leur dis souvent, si tu veux être présent à ta compagne chérie, l'idée, c'est que tu sois d'abord présent à toi. Présent à tes émotions, présent à ce que tu vas vivre, parce que même si tu as envie d'être un mec pilier super solide, ok, sauf que toi aussi, tu as le droit d'avoir peur. Ah oui. Toi aussi, tu as le droit d'être stressé, angoissé, toi aussi, tu as le droit d'être bouleversé, déstabilisé, d'avoir des doutes à un moment. Mais pareil, si tu accueilles ça, ça vit en toi, et ta compagne, ce sera encore plus facile pour elle d'être en paix avec ce qui se vit en elle. Voilà. Et puis, donc c'est finalement la deuxième clé que j'aimerais vous donner.
après prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de nos émotions. Et nos émotions à nous aussi, les accompagnants de la naissance. Et ça, j'y reviendrai juste à la fin, si vous voulez bien. Et puis le troisième plan de l'accouchement, c'est un plan un peu plus subtil. C'est mon regard, mais j'ai quand même envie de le partager avec vous. C'est ce qui se joue sur le plan énergétique et spirituel. Parce que c'est pas seulement un acte mécanique, hormonal, ok. C'est un acte émotionnel, ok. Et à mon sens, c'est aussi un acte spirituel. Parce que mine de rien, il y a quand même un petit humain qui arrive sur Terre ce jour-là. C'est pas rien, c'est le début de sa vie. Et on sait à quel point ça va conditionner toute la suite de sa vie et du coup du monde. Et si on a juste cette conscience-là, ça peut tout changer. L'accouchement, ça a le goût et l'intensité du passage. Dans beaucoup de cultures d'ailleurs africaines, c'est un rite de passage des femmes. Les femmes ne sont vraiment femmes que quand elles ont accouché une fois. Les hommes, ils ont tout plein de trucs super hard. Voilà. Et nous, on a l'accouchement. Tout prêt, tout fait pour ça. Donc c'est un sacré passage, je vais commencer par l'enfant, un sacré passage pour lui. Certains disent qu'il passe de l'état illimité d'énergie, d'âme, je ne sais pas ce qui vous parle à vous, à descendre dans un tout petit corps physique tout limité par 5 sens et une petite motricité. Et du coup, en me reliant parfois au bébé, et les parents en se reliant à leur bébé, ils ont parfois senti que eux aussi, ils hésitaient à plonger. Peut-être la première. Ils hésitaient à plonger parce que c'est un sacré passage pour eux. Dans un autre sens, ça nous renvoie au passage de la mort, qui est le passage d'un état à un autre, mais à l'autre extrémité de la vie. J'ai une amie, il y a quelque temps, qui a accompagné son père dans la mort. Et elle m'a raconté ça, j'ai trouvé ça magnifique et ça m'a grandement éclairée sur la naissance. Elle a senti le cœur de son père s'arrêter sous sa main. C'était magnifique. Et elle a senti que d'un seul coup, il était partout, dans toute la pièce. Il était elle, la chaise, le ciel, un oiseau qui se posait. D'un seul coup, il avait réatteint cet état. Quand elle m'a raconté ça, ça m'a bien sûr beaucoup touchée et ça m'a surtout énormément éclairée. Je me dis, super, quand on fait l'inverse, ça doit être sacrément contraignant. Donc je pense que les bébés, ils ont besoin d'être accompagnés dans ce sens-là aussi. Et puis c'est un sacré passage pour l'homme aussi. Il passe de l'état d'homme à l'état de homme-père, c'est pas rien. Bien souvent, ça le renvoie aussi à son histoire. Donc c'est un gros passage pour lui aussi. Il y a un père un jour qui m'a dit « Non mais Amandine, c'est bon, regarde, je suis un gamin, comment veux-tu que j'en ai un ?» Donc c'est sûr que parfois, ça demande un processus, un chemin. Et le moment de l'accouchement, c'est le moment où voilà, on arrive au but, à l'apothéose. Donc c'est parfois très fort aussi ce que vit le père intérieurement. Et puis bien sûr, c'est un immense passage pour la femme, pour la mère. On parlait de cette initiation, cette femme qui passe de l'état de femme, d'enfant, aussi parfois de petite fille, à l'état de femme accomplie et de mère. Et ce passage-là, il est immense, il est profondément intense, comme tous les passages de vie. Ça peut pas être tiède, pouf pouf, de petites contractions, ça y est, bébé. Voilà. Peut-être qu'il n'en aurait pas la même saveur et qu'il nous apprendrait pas autant de choses sur nous-mêmes s'il n'était pas si intense et si puissant. Alors j'ai entendu, récemment, il y avait un débat sur France Inter, vous l'avez peut-être entendu, j'ai entendu une gynécologue française qui s'appelle Odile Buisson qui disait oui, mais l'accouchement, de toute façon, c'est violent pour les femmes. Et moi, je suis pas du tout d'accord que les femmes, elles aient mal. Donc heureusement qu'il y a la péridurale pour les en protéger. Alors, je suis pas contre dans l'idée. Elle dit qu'elle comprend pas pourquoi on aurait cette idée-là. Et puis, j'ai récemment discuté avec un anesthésiste dans un hôpital qui me disait « Non, mais clairement, je vois pas pourquoi. C'est quoi cette idée de vouloir accoucher sans péridurale alors qu'on a le moyen d'accoucher sans douleur? C'est quoi cette idée tordue ?» Alors, bien sûr, la péridurale, elle est précieuse. Pourquoi? Parce que ce qu'Odile Buisson ne dit pas, c'est que ce dont elle ne parle pas, c'est ce qui augmente la violence de l'accouchement. C'est ce qui augmente la douleur. Et c'est ce qui rend parfois les contractions inhumaines et insupportables. Et heureusement que la péridurale existe. C'est les cas notamment de déclenchement. Mais encore plus simplement, c'est vivre des contractions dans une position imposée. C'est parfois au-delà de ce qu'une femme peut supporter. Et quand parfois, dans certains services, on n'a pas le choix, eh bien heureusement que les femmes peuvent avoir recours
à la péridurale, ça c'est vrai. Est-ce que ces personnes-là disent encore moins, et peut-être parce que tout simplement ils n'ont pas eu la chance de le découvrir. C'est ce que cette expérience-là peut apporter à une femme. Alors, si on croisait un grand alpiniste et qui va monter l'Everest demain, il dit « Ouais, moi ça fait 3 ans que je me prépare, demain je monte l'Everest, truc de dingue. » Ok. On pourrait se dire « Non mais pourquoi ? Tu vas avoir mal, tu sais très très mal, tu vas manquer d'oxygène, bon, tu risques de mourir d'une avalanche sur la tête. Bref, mais pourquoi donc ? » Ça nous paraît assez évident finalement de répondre à cette question. Bien souvent c'est pour l'exploit, pour le dépassement de moi, pour la découverte de ce que je suis profondément, et à mon avis, il pourrait nous en faire une tartine. Alors nous, on écoute la playlist, on dit « Ah oui, évidemment. » Voilà. Je disais une petite phrase, c'est faire le tour du monde pour se trouver soi-même. C'est vrai. Voilà, le voyage est important. Mais alors pour l'accouchement, personne n'en parle. Bon, mesdames, vous avez péridurale, hein. Donc surtout si vous voulez accoucher sans, vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, donc l'idée c'est cette histoire de voyage. Et vous verriez le regard des femmes après leurs accouchements. Cet accomplissement, c'est énorme, la découverte d'elles-mêmes, ce que ça leur enseigne pour elles, pour parfois toute leur vie. Ça peut être immense. Alors il y a des gens, ils montent l'Everest, et nous les femmes, on a l'accouchement, si on veut, et l'Everest en plus si vous voulez, mais on a cette occasion de nous découvrir, de nous dépasser. On n'est pas obligé d'avoir envie de le vivre comme ça, bien évidemment, mais celles qui en ont envie, je les comprends. Moi-même, j'ai donné naissance de mes 2 filles à la maison et ça a été un grand enseignement pour moi, parce que waouh, c'est vrai que c'est un sacré Everest quand même. Donc je dirais que le plus important, troisième élément, troisième clé que je voulais vous apporter ce soir, c'est d'amener de la conscience. D'amener de la conscience que c'est un sacré chemin que l'accouchement. Et simplement d'avoir cette conscience-là comme parent, comme accompagnant de la naissance, ça peut parfois tout changer. Alors je voudrais terminer en vous parlant du passage des sages-femmes aussi, de l'initiation des sages-femmes pendant un accouchement ou au long de notre pratique. Nous aussi, on est sacrément secoués. Et parfois, on vit d'immenses émotions, nous aussi. Et parfois, on ne sait pas. Parfois, on est perdu. Parfois, voilà. Au cours d'un accompagnement, surtout d'un accouchement, surtout toute seule, au milieu de nulle part, au fin fond de Madagascar, je vous garantis, on a des grands moments de solitude où on est bien perdu aussi et où on vit des sacrés passages. Et c'est le fait de les avoir traversés, tous ces passages, ça m'a amené à donner une définition de ce que j'estime être le rôle des sages-femmes. Et j'avais vraiment envie de vous la partager ce soir. Je me suis rendu compte que c'était quand j'étais unie à l'intérieur de moi que je pouvais être dans la justesse avec les parents que j'accompagne. Et ça veut dire quoi, être unie à l'intérieur de moi? C'est déjà être en contact avec moi et avec ce qui se vit en moi. Alors moi, je suis sage-femme, alors je suis pas juste une copine qui est là pour l'accouchement, pour masser le dos. Hein. Je suis quand même là pour garantir que tout se passe en sécurité pour la mère et l'enfant. Hein, on est une profession médicale, on n'est pas non plus là pour rigoler. Alors, il faut que ma tête, je vais commencer par elle, soit bien faite. Que ma tête, elle soit bien présente quand même. Que ma tête remplie de connaissances, que ma tête qui est capable d'observer, d'analyser, de mesurer, elle soit bien présente. C'est un gage de sécurité aussi. Mais si j'ai que la tête, il manque du cœur. Alors l'idée c'est, ok, d'être bien connecté à ma tête, de bien analyser, de bien observer. Ok. Et alors si je me relie à mon cœur c'est d'abord mes propres émotions, comme je vous disais, ma peur et compagnie. De bien être en contact avec ça. Et puis, si je suis bien au contact avec moi, je peux être plus facilement en contact avec l'autre, dans la justesse. Et puis avec mon cœur, de la surveillance, j'associe la présence. La présence du cœur, l'amour, la tendresse parfois. Des fois, notre cœur, il déborde d'amour, vous verriez, pour ces naissances tellement belles. Alors, s'il n'y a que du cœur, à mon sens, pour une sage-femme, ça ne suffit pas. Et s'il n'y a que la tête, il manque quelque chose. Mais si je fais circuler entre les deux
waouh, c'est là. En tout cas, moi, c'est là que je trouve la justesse. C'est quand les deux circulent. Des fois, ma tête dit, tout d'un coup, il n'y a plus de contraction. Qu'est-ce qui se passe? Ou, oh, je sens que le bébé descend plus trop dans le bassin. Oh, ça stagne. Oh, un petit ralentissement du cœur du bébé. Bizarre. Une antenne qui se lève là-haut. Et puis, je me mets dans mon cœur. Et qu'est-ce que je ressens? Parce qu'il y a ce que je donne avec mon cœur, ma présence, mon amour, ok? Et il y a ce que je reçois, les ressentis, les intuitions. Tiens, comment je le sens? Parce que bon, je la connais bien, Marie. Ça fait quelques mois qu'on se connaît. Et là, qu'est-ce que je sens d'elle? C'est quoi écouter avec son cœur? C'est écouter la musique de l'accouchement. C'est écouter les sons, les souffles, les cris parfois. C'est regarder les postures qu'elle prend, à quel rythme, comment. Voilà. Et tout ça, ça peut nous donner des super indications à la tête pour soit la rassurer, soit, alors qu'elle était rassurée, lui dire « tut, sonnette d'alarme ». Et quand les deux circulent, à mon sens, on a une posture plus juste, plus respectueuse, et en même temps, ça garantit plus de sécurité. Alors évidemment, quel luxe quand on connaît les femmes qu'on accompagne, bien sûr. Quel luxe. Donc ça, je dirais que c'est comme ça que j'ai trouvé ma posture, enfin, que je trouve ma posture à chaque fois et à chaque minute de chaque accouchement, parce que ça change tout le temps, évidemment. Et si j'enveloppe tout ça de ma conscience, la conscience que c'est important, alors il y a une certaine magie qui s'opère. Comme si j'embarquais avec le couple sur leur navire à eux. J'embarque avec eux tout en restant pilier de sécurité. Et alors là, c'est magique. C'est bouleversant. Ouais, ça secoue à l'intérieur. Mais c'est ce qui rend, à mon sens, notre métier profondément humain et vraiment passionnant. Je voudrais juste terminer en vous parlant, il y a quelque temps, j'ai assisté à une naissance magnifique. Et comme de façon très physiologique, au bout d'un moment, la mère a traversé cette fameuse phase de doute, cette phase qu'on appelle de désespérance. Et ça a été particulièrement puissant chez elle. Et moi, comme j'ai mon cœur gros comme ça, ouvert vers elle, j'ai été un petit peu touchée. Alors, comme son compagnon était magnifique de présence, je me suis reculée de quelques pas et je me suis assise et j'ai senti, parce que j'ai vraiment senti en moi, mon ventre noué. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est si dur pour toi? Et puis je suis allée voir du coup. Et je me suis dit, j'ai vu qu'en fait c'était de la peur. Encore elle, tout le temps. Et alors, je dis, mais pourquoi t'as peur? Pourtant, ma tête disait, mais tout va bien, voyons, tout va très très bien. Mais à l'intérieur de mon corps, je sentais une immense peur. Et j'ai tenté de plonger dans cette peur, comme si, je plongeais la tête la première dedans. Elle m'a envahie. Et quand je l'ai traversée, j'ai découvert ce qu'il y avait derrière elle. J'ai découvert que j'avais peur parce que je ne savais pas, parce que je ne sais rien. Parce que je ne sais pas pour cette femme, cet homme et cet enfant. Parce que je suis à genoux devant le mystère qui s'opère. Et alors, j'ai compris que si je pouvais être bien dans ma tête, bien dans mon cœur, bien en circulation dans les deux, et consciente que je ne sais pas, que je suis juste là, avec tout ce que je peux être, alors je deviens instrument de vie. Et là, c'est magique. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.